Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee. Oui, bonjour mes chers abonnés, c'est la revue de presse numéro 713. Nous sommes le 20 mars 2026, il est 17h48 de l'après-midi. Bien, dans cette revue de presse, nous allons parler principalement de l'Iran, de la guerre en Iran. Alors, je suis désolé, je me suis un peu absenté, alors pas longtemps, hein, vous avez vu, 2 jours, 2, 3 jours. Je suis revenu parce que je me suis cassé la gueule en vacances. Et donc, je suis revenu avec quelques points de suture dans la tronche. Bon, ça fait rien. Je repartirai en vacances, ne vous en faites pas. Bon, eh bien écoutez, donc à demain matin pour les souscripteurs de la chaîne, de Patreon ou de Tipeee. C'est un point de presse qui sera uniquement pour eux. Voilà, eh bien, voilà, et bonne lecture pour cette revue de presse. Au revoir, mes chers abonnés. Donc voilà pour les informations essentielles au 20 mars 2026. Donc en résumé, peu d'évolution le long de la ligne de front. Néanmoins, la modification la plus importante a été enregistrée à l'est de Kupiansk au profit des Russes, ainsi qu'une légère avancée sur le front de Siversk. Nous aurons ensuite l'occasion d'évoquer évidemment la situation en Ukraine, d'abord parce que nous parlerons avec le président Zelensky, et là-dessus les choses sont simples. Je voudrais insister sur 2 points. Nous devons d'abord mettre en œuvre le prêt de 90 milliards d'euros qui a été décidé en décembre dernier. C'est une décision qui a été prise par les chefs d'État et de gouvernement, elle doit être mise en œuvre. Et nous devons accroître nos capacités de production militaire, c'est ce que nous défendons depuis des mois. Nous avons mis les instruments en place parce qu'on sait que nous-mêmes, pour notre sécurité et les Ukrainiens, auront besoin de plus en plus de production européenne dans le contexte actuel. Pour l'instant, cet extrait qui fait vraiment kiffer, puisque c'est plus de 20 milliards de dollars qui est réclamé par le ministère de la Défense pour dire il faut faire la guerre en Iran. 20 milliards de dollars, vous allez me dire, où est-ce que ça va aller encore tout ça? Bien sûr, dans des écoles, des hôpitaux, de la recherche pour des traitements, bref, tout ça. Non, évidemment que non, c'est pour faire la guerre, débile. Et heureusement, en Europe, on a Kaja Kallas, on a Mark Rutte qui nous explique que la guerre, c'est bien parce que ça va faire baisser le prix de l'énergie. Non, non plus. Le prix de l'énergie, il explose, espèce de débile. Moi, j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens qui sont vraiment, mais d'une... je sais pas. Il y a à la fois un mélange de médiocrité et de manipulation au plus haut point de cynisme terrible. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens là, qui sont au pouvoir, dans à peu près tous les pays malheureusement, qui sont quand même, globalement, pas là pour faire le bien. Et pas là pour le bien de leur population. Et je ne parle pas du régime des Mollahs, puisque tout le monde est d'accord pour dire que ce régime était terrible, mais nos régimes démocratiques qui passent leur temps à financer des guerres très loin pour tuer des enfants. 1000 morts au Liban de frappes israéliennes, dont une trentaine d'enfants, ça c'est les chiffres. Hein. Heureusement, Jean-Noël Barrot est là-bas, au Liban. Il va sans doute condamner avec fermeté, comme d'habitude, puisque la France a pour habitude de condamner avec fermeté les frappes israéliennes, parce qu'Israël a le droit de se défendre. Oui, surtout a le droit de foutre le bordel dans toute la région et de faire le chaos dans le monde entier. Joe Kent, le responsable du renseignement et de la lutte antiterroriste, qui avait été nommé par Donald Trump et qui a démissionné pour dire « J'étais pas là pour ça, j'ai dit et j'ai voté pour Trump parce qu'il avait dit on arrête les guerres au Moyen-Orient et c'est n'importe quoi ce qui est en train de se faire, on fait une guerre pour les intérêts israéliens avec des lobbies israéliens aux États-Unis. » Il a dit ça, il a démissionné et que fait le FBI? Le FBI lance une enquête contre lui, évidemment. C'est l'heure de vérité pour Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement américain. Elle doit répondre aux questions de sénateurs sur les raisons de l'intervention militaire américaine en Iran. Également présent, le directeur de la CIA et celui du FBI. Was it the assessment of the intelligence community that there was a, quote, imminent nuclear threat posed by the Iranian regime, yes or no? Est-ce que les services de renseignement estimaient qu'il y avait une menace nucléaire imminente du régime iranien, oui ou non, demande-t-il. La seule personne qui peut déterminer si une menace est imminente ou pas, répond-elle, c'est le président des États-Unis. Faux, lui dit-il.
what constitutes a threat. C'est votre responsabilité et vous évitez la question. No, you're evading a question. Dans sa déclaration écrite, Tulsi Gabbard contredit Donald Trump et affirme que le programme d'enrichissement nucléaire iranien avait été anéanti après les frappes américaines en juin dernier, avec aucun effort pour le redévelopper. Des déclarations qui sèment encore plus la confusion. Nous avons mené 2 guerres pendant 20 ans au Moyen-Orient, dit-il. Est-ce qu'on entre dans une guerre perpétuelle avec l'Iran? Je ne pense pas que c'est le souhait des Américains. Pour le sénateur Warner, l'idée que seul le président peut déterminer si une menace est imminente ou pas va à l'encontre de la Constitution et des règles de droit. Goes counter to everything in rule of law and everything that's in the Constitution. Une audience qui survient au lendemain de la démission très publique de Joe Kent, proche collaborateur de Tulsi Gabbard. Il affirmait que l'Iran ne représentait pas une menace imminente et que cette guerre avait été déclenchée sous la pression d'Israël. Aujourd'hui, en entrevue avec l'ancien animateur de Fox, Tucker Carlson, Joe Kent maintient ses propos. Est-ce que l'Iran s'apprêtait à développer une arme nucléaire? No, they weren't, Non, répond-il, et en juin dernier non plus. and they weren't in June either. À la 3e semaine des opérations militaires en Iran, les Américains débattent toujours sur les raisons qui ont mené à cette guerre. Le président, lui, était à Dover pour le transfert des dépouilles de 6 militaires américains morts en Irak. Ici Azaboued Legurgis, Radio-Canada, Washington. I think there are people in the U.S. government who really hate Europe, and I don't really understand why. What do you think those deep I reasons don't know, but it's real. It's like the hatred of Europe. Like, I get it's, Macron's a buffoon, Merz is a buffoon, Starmer's totally a buffoon. Many buffoons. We have buffoons too, I get it. But like, blowing up Nord Stream? Getting into a conflict with Iran when you know it's going to shut off LNG to Britain and Europe? Why would you want that? First of all, Europe is the global center of beauty, which is really meaningful to me. Second, the world is cleaving along hemispheres. Duh. We didn't choose that, it's just happening. So why would you want to accelerate the death of the people you have the most in common with who are part of your coalition in the end? That we need to send a clear message to our citizens and the rest of the world that Europe is with multilateralism and is with international law. And we are against this war. We are against this war because it's illegal, there's no reason behind it, and it's causing a lot of damage. Civilians, of course refugees, and the economic consequences that the whole world, especially this global south, is already suffering. Les conséquences économiques sont déjà très graves de ce conflit, elles peuvent devenir catastrophiques. Bon, vous savez que le détroit d'Ormuz, c'est quand même 30% du GNL mondial, c'est 1/5 du pétrole mondial commercialisé. Donc on est au bord d'un choc énergétique en fait sans précédent. Il faut quand même le concevoir. Si tout ça part dans une spirale incontrôlable, parce que les États-Unis et Israël continuent à vouloir réassurer leur hégémonie dans le monde arabe, par de l'expansion territoriale israélienne, avec un contrôle des régimes soutenus par les États-Unis dans toute la région, c'est-à-dire en fait ce rêve de grand Israël dont on parle beaucoup, qui absorbe quand même une partie du Moyen-Orient, pas seulement la Palestine historique, tout ça, ça peut quand même avoir des conséquences pour l'économie mondiale et donc pour le sort de toutes les populations considérables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette guerre qui est menée là, et je vous en ai déjà parlé dans une clé du monde, ça ne s'est pas déroulé dans le vide, c'est l'aboutissement, en fait, le dernier stade d'un plan qu'on appelait le plan Clean Break, qui avait été établi par des stratèges néoconservateurs américains, qui avait été présenté à Netanyahou en 1996 et qui a été mis en œuvre, en fait, comme le général Wesley Clark s'en est rendu compte après 2001, et il l'avait dit, il l'avait expliqué. L'idée étant d'aider Israël à établir son hégémonie dans la région par le biais d'une série de guerres permettant de renverser des régimes avec les États-Unis en partenaire, en fait, d'exécution. Et donc, ce plan, c'était renversé... alors, à l'époque, c'était renversé en quelques années, en 5-7 ans. Bon, ça a pris plus de temps. 7 pays
les gouvernements de 7 pays, donc l'Irak, c'est fait, la Syrie, c'est fait, le Liban, c'est en cours, la Libye, c'est fait, la Somalie, le Soudan, qui sont en très mauvais état aussi, le Soudan, c'est fait. Et pour finir, l'Iran. Voilà, 7e pays. Donc c'est l'aboutissement en fait du plan Clean Break, d'une certaine manière, auquel nous assistons, même si ça ne se passe pas du tout peut-être comme les Israéliens et les Américains l'avaient imaginé, un plan de domination en fait du monde arabe, et qui permettrait bien sûr non seulement de créer le Grand Israël, mais d'empêcher ad vitam aeternam toute création d'un État palestinien. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut que le reste des pays de la région soient d'accord. Et ça me semble quand même assez utopique parce qu'on est à un tel niveau d'impunité, si vous voulez, que ça fait peur à tout le monde. Pas seulement les assassinats de civils ou de militaires, pas seulement la destruction de Gaza, pas seulement l'occupation de la Cisjordanie, pas seulement l'invasion du Liban, pas seulement les bombardements sur Téhéran, mais derrière, il y a le sort de tous ces autres pays qui ne veulent pas voir, parce qu'eux, ils vivent des exportations d'hydrocarbures, et ils ne veulent évidemment pas voir leurs exportations placées sous contrôle des États-Unis. Où d'après l'ONU, plus de 3 millions d'Iraniens ont été déplacés dans le pays depuis le début de la guerre. La ville de Téhéran continue à être régulièrement bombardée. Donc, dans la ville, un centre de recherche spatiale a été détruit. Sur l'aéroport de Mehrabad, c'est un Boeing 747 militaire qui a été détruit. Et on note également dans la ville la destruction d'un poste de police. Et dans la nuit du 16 au 17 mars, les Israéliens ont éliminé Ali Larijani dans une frappe de précision dans la capitale. C'était le Conseil suprême de la sécurité nationale et il jouait un rôle central depuis la mort d'Ali Khamenei. Et le général Soleimani, qui commandait les forces bassiges, a également été tué dans un bombardement. Dans le reste du pays, de nombreux lanceurs iraniens continuent à être détruits par les Américano-Israéliens, comme vous pouvez le constater sur cette vidéo. Regardez, ça, c'est le prix du gaz. C'est ces jours-ci, c'est même aujourd'hui, je crois, tout simplement. Voilà. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est parce qu'Israël a décidé de bombarder South Park, et non pas South Park, un des sites gaziers iraniens. Parce que, soi-disant, c'était comme ça. Les Iraniens, du coup, ont bombardé aussi à tout va, notamment des intérêts qataris, puisque c'est le même lac gazier, en réalité. Ces pays qui ont été créés par la Grande-Bretagne, en partie, et qui se font la guerre depuis des années, sont assis sur la même réserve de pétrole. Alors après, ils se la partagent gentiment ou pas. Tout ça à la fin pour que les États-Unis disent « c'est mon pétrole ». Non, c'est pas ton pétrole, casse-toi en fait. Eh bien, on en est là aujourd'hui avec une explosion évidemment du prix du gaz. Alors l'Italie va baisser sa TVA. Même ici, l'essence est très chère, le gallon a pris beaucoup et l'inflation est énorme. Elle l'est depuis longtemps et bien avant Trump. Donc c'est une crise mondiale qui se profile. 1,83 € pour le diesel, 1,63 € pour l'essence. Cela fait plus de 20 jours que les Italiens n'avaient pas vu de tels tarifs. Devant nous cet après-midi à Rome, ce pompiste change les prix pour appliquer le décret du gouvernement italien, une baisse des taxes de 25 centimes d'euros. Là, on revient au prix du mois dernier, avant que la guerre éclate en Iran. Depuis plusieurs semaines, comme de nombreux pays européens, l'Italie affichait des prix bien au-dessus des 2 € du litre. Alors forcément, cette baisse est un soulagement. Certains ont même du mal à y croire. J'immortalise le moment parce que ce prix-là, il est vraiment beaucoup plus bas que ceux de ces derniers jours. C'est une mesure qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, parce qu'on était tous effrayés par ces prix. J'espère que ça va donner un peu d'air à notre économie. Une mesure dont les Français frontaliers de l'Italie profitent également. Ils n'ont que quelques kilomètres à faire pour bénéficier de ces tarifs imbattables. 2,09 à la station à Beau-Soleil où je suis et 1,87 ici à Ventimille. Mais je ne comprends pas pourquoi nous on est plus cher et ils sont moins chers.
Là, je vais passer en Italie, donc je profite. Mon épouse travaille tout avec la voiture. Elle est en déplacement continuel, donc c'est pour ça. Cette mesure de baisse des prix, dont le coût est estimé à 1,5 milliard d'euros, ne durera que 20 jours. Nous n'avons pas assez d'argent pour aller au-delà, a précisé en ces termes le ministre de l'économie. Alors c'est évident que l'Iran est affaibli, le régime est affaibli. Mais cette idée qu'en décapitant le régime allait s'effondrer, c'est une idée mais complètement, mais même j'allais dire saugrenue. Parce que un régime, c'est des institutions, c'est des règles, des procédures, des systèmes de nomination, etc. C'est-à-dire que là, on confond les institutions d'une république islamique et puis le personnel... de cette République islamique. Et puis, il y a ces formes de dévouement, de service, d'abnégation qui existent à l'ensemble de la société. Et les Iraniens, depuis de nombreuses années, ont extrêmement décentralisé leur commandement. Vous disiez par rapport à Oman là, tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, il y a des cellules décentralisées dans les provinces. Il faut s'imaginer que l'Iran est un pays très grand. Et donc, il y a des formes d'autonomie dans les prises de décision en fonction des situations. Mais donc, c'est là, je crois, que l'erreur fondamentale, en fait, originelle du prolongement de cette guerre. C'est-à-dire qu'avec cette frappe, il y avait une espèce de triomphalisme, et puis ça a continué pendant plusieurs jours, pendant une semaine. Moi, j'ai vu pendant une semaine, j'étais sur pas mal de plateaux, tout le monde me disait, ça y est, c'était fini de la République islamique d'Iran. Moi, j'étais le seul à dire, je ne crois pas. Connaissant les Iraniens, ils avancent pas à pas, très doucement, et ils montent en puissance. C'est ce qu'ils avaient fait pendant la guerre des 12 jours aussi. Ils montent très doucement en puissance, ils ont le temps avec eux. Et bon, il y a eu un retournement de situation. Là, on se rend compte que le régime est évidemment affaibli, mais qu'il fonctionne toujours, et que des missiles et des drones volent tous les jours. Mais c'est prendre... Bon, déjà au départ, tout ça, c'était prendre les Iraniens pour des imbéciles. Mais là, c'est aussi prendre les Arabes du Golfe pour des imbéciles. Les Arabes du Golfe savent très bien d'où le malheur vient. Ils savent très bien que les Iraniens ne peuvent pas faire autrement. Et en fait, la leçon que les Iraniens sont en train de donner à tous les États du Golfe, c'est que les Américains ne sont pas du tout une protection, mais au contraire un facteur d'insécurité. Et c'est peut-être ça... je crois que j'ai entendu Alexander Mercouris, cet excellent analyste qu'on peut trouver sur YouTube, dire ça le premier. Les Iraniens ne peuvent pas le dire, mais l'objectif probable de cette guerre pour eux, et ça serait la vraie catastrophe stratégique pour les Américains, ça serait que tous les États arabes du Golfe demandent aux Américains d'évacuer leurs bases. Moi, je suis assez, en tant qu'historien, ça me gêne de le dire. Je disais tout à l'heure que quand j'ai entendu le discours d'Exet, j'avais envie de pleurer, tellement c'était... mais d'un autre côté, dans la guerre qui se joue, c'est peut-être la guerre de la fin de l'Empire américain. C'est-à-dire que si l'Iran tient le coup, si l'Iran atteint ses objectifs, c'est de fait la fin de l'Empire américain. C'est excitant. Tout ça n'est pas très bon, en fait, pour l'objectif affiché. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de prolifération nucléaire au Moyen-Orient. Là, on est en train d'obtenir exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Donc la structuration de toutes ces alliances, si vous voulez, régionales, va être très intéressante à observer quand, je l'espère, on arrivera à une forme d'accord de désescalade. Bon, quant à Hormuz, c'est clair, ils veulent le maintenir fermé au maximum pour continuer à provoquer la déstabilisation américaine via la flambée des prix de l'énergie dans le monde entier, puisque finalement, ça conforte leurs alliés, chinois et russes, mais les autres, ça les met face aux conséquences en fait de leurs actes. Donc là aussi, énorme pouvoir de négociation. Nous sommes jeudi 19 mars au soir, la toile est en ébullition parce que les Iraniens ont annoncé avoir touché un F-35 de l'armée de l'air américaine. Et accrochez-vous bien, le Pentagone a officiellement reconnu qu'un F-35A de l'US Air Force s'est posé en urgence sur une base après un vol opérationnel au-dessus de l'Iran
et que le pilote est en condition stable. Je cite. On le voit bien, à chaque secousse géopolitique, le pétrole, le gaz et l'électricité coûtent un peu plus cher. Ça a été vrai en Ukraine et parfois même beaucoup plus cher. C'est vrai avec le Moyen-Orient, ça inquiète tout le monde, François, sauf la Chine. Mais pourquoi ? C'est vrai qu'il y a un paradoxe. La Chine, c'est le plus grand importateur de pétrole du monde. Oui. Et la moitié de ses achats proviennent du Golfe, en guerre aujourd'hui. Et pourtant, c'est sans doute le pays asiatique qui va le moins souffrir du choc pétrolier, parce qu'elle s'y prépare depuis des années. En étant le plus grand importateur de pétrole du monde, qu'est-ce qui lui donne cette relative sérénité à la Chine ? D'abord, elle a constitué d'énormes réserves, pas loin d'1,4 milliard de barils, donc ça fait au moins 5 mois de consommation. Et sur les derniers mois, elle a même renforcé ses stocks. Ses importations de pétrole ont augmenté, justement parce qu'elle accumulait les barils alors que les tensions montaient dans la région. Elle a acheté 16% de pétrole de plus sur les 2 premiers mois de 2026. Bon, en plus, elle peut développer ses achats à la Russie, son allié. Le gazoduc Force de Sibérie, de 2000 km, relie déjà les deux pays depuis 2019, et il pourrait être doublé bientôt. Mais au-delà des réserves et de l'approvisionnement russe, ça fait des décennies que le pays travaille à diminuer son exposition aux risques pétroliers, avec une constance, une détermination remarquable. En remplaçant le pétrole par de l'électricité, oui, c'est ça ? Ouais. Oui. Alors, électricité produite massivement par du charbon, c'est pas bien. Elle est carbonée, comme on dit. C'est pas bien, mais la Chine est le premier producteur mondial de charbon, donc c'est du charbon national. Par du nucléaire, elle possède 61 réacteurs en service, c'est plus que la France. 36 en construction en plus, et 21 en projet en plus. Elle le remplace aussi par des énergies renouvelables. En 2024, les capacités de solaire et d'éolien installées en Chine étaient supérieures à la totalité des capacités installées dans le monde. Tout ça a évidemment permis l'électrification croissante de l'industrie et du parc automobile. Et vous savez qu'aujourd'hui, on vend davantage de voitures électriques que de voitures thermiques en Chine. Et sur la seule année 2026, la croissance du parc devrait permettre d'économiser 600 000 barils de pétrole par jour. Oh oui. Le développement de la filière nucléaire, celui de la filière auto et des batteries, des filières renouvelables, ont été initiés il y a 30 ans. Et tout ça, c'est sans compter les avantages à l'export. Mais quel rapport avec l'énergie, là ? En fait, la Chine est devenue leader dans toutes ces technologies. Ouais. Autrement dit, chaque dollar de plus pris par le baril de pétrole est une pub supplémentaire pour les voitures de BYD ou les éoliennes de Goldwing. Imaginez-vous que l'ensemble des ventes à l'export de la Chine en matière de transition énergétique, les éoliennes, les voitures propres, les batteries, tout ça lui rapporte désormais plus que les ventes de pétrole et de gaz ne rapportent aux États-Unis. Et c'est-à-dire qu'en réalité, l'industrie chinoise non seulement subit le choc pétrolier moins que les autres, mais elle en profite. Vous savez, c'est du Sun Tzu, le grand stratège chinois. La meilleure victoire, c'est celle qu'on obtient sans combattre, en profitant simplement des erreurs faites par l'autre, en l'occurrence, le déclenchement de la guerre d'Iran par les États-Unis, qui peut renforcer les atouts de la Chine. L'économie mondiale, c'est aussi un billard à 12 bandes. Merci beaucoup à vous, François Langlais. Il est 7h42. Après plusieurs attaques contre diverses villes en Iran, les États-Unis ont décidé de frapper l'une des îles stratégiques de l'Iran dans le golfe Persique. L'île de Karg est la principale plaque tournante du pays pour l'exportation de pétrole brut. La population de Karg, qui compte moins de 10 000 habitants, est principalement composée de travailleurs du secteur pétrolier et de personnel militaire. À la suite de cette attaque, le président américain Donald Trump a déclaré que seuls des sites et des installations militaires avaient été visés. Cette attaque a été interprétée comme un avertissement sérieux adressé à l'Iran suite à la récente fermeture du détroit d'Ormuz. La fermeture du détroit d'Ormuz a fait bondir les prix mondiaux du pétrole brut dans les 3 chiffres. La hausse mondiale des prix du gaz naturel exerce également une pression accrue sur l'administration Trump. La fermeture ne se limite pas aux combustibles fossiles. Une quantité importante de marchandises non pétrolières transite également par Ormuz. Les pays de la région effectuent la majeure partie de leurs échanges commerciaux par cette voie navigable. À lui seul, l'Iran exporte ou importe 20 millions de tonnes de marchandises par mois via le golfe Persique. Si l'on ajoute les quelques 80 millions de tonnes de marchandises échangées par les autres pays du golfe Persique, ce sont environ 100 millions de tonnes de marchandises non fossiles qui transitent chaque mois par le détroit d'Ormuz. La question est maintenant de savoir ce qu'il adviendrait des exportations de pétrole iraniennes si les États-Unis ou Israël décidaient d'attaquer les installations pétrolières de Karg. L'Iran dispose du port maritime de Jousk, situé en dehors du détroit d'Ormuz.
jusqu'à est capable d'exporter entre 1 et 1,5 million de barils de pétrole par jour. Une éventuelle décision des États-Unis de punir l'Iran en frappant ses infrastructures pétrolières et gazières pourrait mettre à rude épreuve le secteur énergétique mondial. S'ils étendent la guerre aux infrastructures énergétiques, l'Iran attaquera tous les ports, les entreprises américaines et les banques des pays arabes voisins. S'ils commettent une telle erreur, ils ouvriront la voie à une action plus large de la part de l'Iran. Le Fonds monétaire international a mis en garde contre le fait qu'une hausse de 10% des prix mondiaux du pétrole brut pourrait augmenter l'inflation mondiale de 0,4%. La hausse des risques liés aux primes d'assurance, conjuguée aux importants frais de surestarie dus à l'immobilisation des pétroliers dans le Golfe Persique, pourrait très bientôt faire grimper les prix du pétrole au-delà de $200 le baril. L'Iran affirme contrôler entièrement le détroit d'Ormuz et autoriser le passage de tous les navires de son choix. Néanmoins, aucun navire ou pétrolier appartenant aux États-Unis, à Israël ou aux pays arabes abritant des bases militaires américaines ne peut pour l'instant le franchir. Alors que les États-Unis et Israël ont sporadiquement attaqué les dépôts d'énergie et de carburant iraniens, si de telles attaques visaient à détruire les installations pétrolières et gazières du pays dans le sud, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques tant sur le secteur énergétique mondial que sur la stabilité régionale et internationale. Vous oubliez un chiffre, plus 35%, le gaz européen. Donc là, on est dans une explosion, on ne sait pas où ça va aller. Ni quel est le fondement de la démarche des Israéliens, alors que les Américains, jusqu'à présent, même par exemple sur l'île de Karg, ont détruit des installations militaires mais n'ont pas touché aux infrastructures pétrolières de l'Iran, considérant que même si l'Iran sélectionne, ça on parle du détroit d'Ormuz, quel navire passe et quel navire ne passe pas, le fait que l'Iran continue à écouler sa production, en particulier vers la Chine, permet d'alimenter les circuits on va dire, d'écoulement du pétrole dans le monde. Et Donald Trump ne souhaite pas que ce pétrole soit stoppé. Voilà, donc l'enjeu, manifestement, pour Trump, depuis que la guerre n'a pas pu se terminer, n'est-ce pas, comme il l'imaginait peut-être, en quelques jours ou en 8 jours, eh bien, c'est d'entraîner, les pays du Golfe avec lui, et avec Israël, et d'entraîner l'Europe et le bloc occidental, on va dire, ses alliés à ses côtés, et notamment l'OTAN, donc, pour essayer de faire peur à l'Iran et en fait de faire monter l'escalade en espérant que la partie d'en face va se lasser. Bon, pour moi, ça se heurte quand même à quelques considérations assez logiques, mais bon. En tout cas, il exerce maintenant un chantage, une forme de chantage, donc je reviendrai dans mon second point, je ne vais pas trop en parler, au retrait américain de l'OTAN, ou du moins voilà, une sorte de désamour, n'est-ce pas, des États-Unis pour l'OTAN, si jamais les pays ne lui emboîtent pas le pas. Et évidemment, ça veut dire que, notamment pour les Européens, c'est un peu un chantage à l'abandon de l'Ukraine. Bon. Parce que pour l'instant, malgré tout, les Américains, indirectement, via l'argent européen, aident toujours l'Ukraine, et aussi en matière de renseignement, etc. Alors, il y a une étape qui est très importante à garder à l'esprit, dont on n'a pas mesuré l'importance à l'époque. C'est la guerre du Golfe. Pourquoi la guerre du Golfe? Première guerre post-guerre froide. Saddam Hussein, qui, rappelez-vous, était un grand démocrate, un modernisateur quand il se battait contre l'Iran, devient tout à coup un dictateur. Donc la première de 91. Celle de 91, oui, tout à fait. Alors, bon, rappelez-vous, le Koweït et les pays du Golfe avaient beaucoup financé la guerre, maintenant ils réclamaient le pognon. Bon. Donc l'argument de Saddam, c'était de dire, nous on a le pays du sang, le prix du sang, donc vous payez. Bon, puis comme visiblement les pays du Golfe n'avaient pas l'air d'être très sensibles à l'argument, il y a cette décision qui prend d'envahir le Koweït. Grande démocratie, comme chacun sait. Et donc, on va tout à coup renverser toute la problématique, c'est-à-dire c'est devenu un dictateur qui envahit ces pays environnants et il faut l'empêcher de nuire. Et donc, on va donc avoir une guerre qui a plusieurs caractéristiques, guerre validée internationalement, la Russie ne s'oppose plus à ça, et donc vous avez une coalition de 35 pays pour aller défendre le Koweït. Bon, tout le monde n'a pas contribué vraiment militairement, mais enfin, grosso modo, la résolution est votée par 35 pays. Cette guerre a plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est une guerre annoncée. On lui laisse 6 mois pour qu'il parte. Pendant ce temps-là, toutes les chaînes de radio, de la télé importantes de la planète viennent s'installer et commence un processus qui est essentiel aujourd'hui, c'est la chaîne d'info en continu.
Moi, je me souviens, je rentrais, si vous voulez, chez moi à midi pour voir qu'il y avait du nouveau. Mais il n'y avait rien de nouveau, puisque la date n'était pas encore arrivée. Mais c'était l'heure de la 5. Oui, c'était la 5 et c'est le CNN. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence à fabriquer de l'information, puisqu'il n'y en avait pas. Et donc, vous aviez le reportage sur le contingent poldo-slovaque, sur la femme qui s'était perdue dans le désert, enfin bref. Et donc, à la date indiquée, effectivement, la guerre commence. Mais elle ne dure que, je ne sais plus, 42 heures ou quelque chose comme ça. Alors, attendez, il y a tromperie sur la marchandise, ça fait 6 mois qu'on attend, on attend un grand spectacle, et tout à coup, la guerre est gagnée. Et donc, il y a une espèce d'ivresse. C'est les combats de boxe avec Tyson qui règlent tout dans les 9 secondes, et bon, ça fait cher le ticket à Las Vegas. C'est ça, mais lui, en même temps, oui, c'est vrai qu'il y a tromperie à Las Vegas, c'est pareil aussi avec Tyson. Mais donc, on est sur quelque chose, si vous voulez, dans lequel on se dit, mais c'est fantastique, c'était la 4e armée du monde, battue en 43 heures, je ne sais plus combien. Vous dites, alors, je ne sais jamais su qui était la 3e, mais enfin, celle-là, c'était la 4e, officiellement. Parce que ça fait partie de la problématique de communication. Hein, bon. Elle était censée être battue contre l'Iran, donc elle était censée avoir une armée de l'expérience, avec des moyens, etc. Je reviens un petit flash en bac. Rappelez-vous que quand Saddam Hussein vient faire le tour des capitales de la planète après la révolution iranienne, il vient nous dire, moi je vais leur faire la guerre, mais parce que rappelez-vous quand même que les relations avec l'Iran étaient mauvaises, mais vous garantissez que vous ne me mettez pas sous embargo. Ah oui, d'accord, allez-y, chef. Et donc on va faire une guerre dans laquelle on va soutenir l'agresseur et on va mettre sous embargo l'agressé. Alors dans le martyrologue iranien, mettre mis sous embargo, ça veut dire que les types qui marchaient sur le champ de mines, c'était des types qui se sacrifiaient pour faire sauter les mines pour que les combattants puissent passer derrière. Ça laisse des traces dans une population là-dessus. Hein. Vous avez du mal à faire passer l'idée que le monde occidental est pour le bien de l'humanité. Est-ce qu'on considère qu'Israël a entendu le message et qu'on n'attaquera plus les installations énergétiques? C'est une possibilité. Chose certaine, hier, dans le point de presse de Benjamin Netanyahou, ça donnait l'impression peut-être qu'après avoir souffert d'hubris un peu et d'avoir probablement aussi choisi d'être all-in, quitte à dépasser un peu les intentions des Américains, il avait entendu le message publiquement envoyé par Donald Trump, qui a dit la semaine dernière, attention, on ne s'attaque pas aux dépôts de carburant, et cette semaine disait, attention, on ne s'attaque pas non plus aux institutions qui produisent en Iran du gaz ou du pétrole, parce qu'à ce jeu, c'est l'expression que j'emploie toujours, tout le monde se tient par la barbichette et tout le monde est très vulnérable. La dernière source de revenus importante pour le régime iranien et pour des gens qui s'en mettent aussi plein les poches là-bas, c'est l'exportation de pétrole, la production pétrolière qui n'est pas au top. Les infrastructures de production sont beaucoup diminuées en raison des sanctions qui pesaient sur le régime. La guerre a certainement eu un impact dans les 3 dernières semaines, mais pour l'essentiel, il y avait encore une production, il y a encore une production, il y a des bateaux qui quittent. Et là, hier, M. Netanyahou, changement de discours, moi je pense que c'est un point d'inflexion possible dans cette guerre, la combinaison des déclarations de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou, donc cette coalition offensive, qui laisse entendre qu'on va peut-être passer à une autre étape. Je te parlerai dans quelques instants aussi de 6 pays qui ont très publiquement, y compris la France et les Allemands, qui étaient sur la ligne de côté jusqu'à maintenant, mais qui ont annoncé qu'ils étaient prêts à concevoir un modus operandi pour rétablir la navigation dans le détroit de Hormuz. Mais le Canada, on en fait partie là, de ce groupe-là, semble-t-il. Oui, à distance, c'est possible que le Canada se joigne. Pour l'instant, officiellement, très officiellement, puis c'est vrai que le Canada a ajouté sa voix, mais tu as la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon. Ensuite, nous allons nous rendre dans le golfe Persique, dans l'île de Karg. L'île de Karg qui est une île iranienne, et cette dernière a été bombardée par les Américains, ciblant des objectifs militaires et notamment la défense aérienne de l'île. 15 explosions ont été recensées par les autorités locales. Et pour votre information, alors cette île, avec son terminal pétrolier, que l'on peut voir donc sur la partie sud de l'île, gère plus de 90% des exportations du pétrole iranien. Autant dire qu'elle est vitale pour le pays. Et les Iraniens ont déjà annoncé que toute frappe sur ces installations conduirait à la destruction de toutes les raffineries et les dépôts pétroliers de la région. Mais les frappes américaines donc, n'ont pas ciblé ce terminal pétrolier, mais plutôt le nord de l'île, avec notamment l'aéroport, où plusieurs impacts ont été ici géolocalisés, et la partie centrale de l'île. Une augmentation du volume de frappe depuis 2, 3, 4 jours, qui dit
justement au pays du Golfe, attention, on en a encore sous le pied, si vous intervenez, on va tout casser. Ils ne prennent pas de risques, les Iraniens Ils sont en guerre, ils sont le dos au mur. Oui, mais être en guerre déjà face à Israël et États-Unis, bon, on mesure ce dont il s'agit. Mais si vos voisins immédiats se joignent au conflit, ça n'est pas une difficulté supplémentaire militaire? C'est-à-dire qu'ils sont aussi faibles militairement, tous ces pays du Golfe? On n'ira pas jusque-là. Cela étant, les Iraniens sont le dos au mur et savent que de toute façon, il y aura peut-être des attaques supplémentaires de la part des pays du Golfe. Il y aura toujours la question des munitions et celle-là, elle est patente sur l'ensemble des membres de la coalition, grand 1. Et en revanche, ils ont des capacités de nuisance. Nicolas le mentionnait, notamment sur les oléoducs et notamment sur l'oléoduc saoudien qui relie les gisements à l'est jusqu'à la côte de la mer Rouge, donc en dessous du canal de Suez. Et là, ça serait absolument dramatique. Donc, ils ont des capacités de rétorsion, ils sont le dos au mur, ils n'ont pas d'autre choix que de faire la guerre et d'essayer de forcer les Américains à arrêter, de cesser les frais. Leur intention de sécuriser le détroit d'Ormuz, tu mets toutes leurs phrases, là, virgule, advenant un cessez-le-feu. C'est ça? Alors, cessez-le-feu et sous l'égide des Nations unies. C'est important. Ce ne serait pas une opération de l'OTAN, ce ne serait pas une opération militaire traditionnelle, ce serait dans les clous du droit international. Ça compte pour beaucoup. Ça permettrait de justifier aussi que Français et Américains travaillent côte à côte dans un contexte où, pour l'instant, ni les Français, ni les Anglais, ni les Allemands veulent être dans une guerre contre l'Iran. Le ministre allemand de la Défense, M. Pistorius, qui disait « c'est pas notre guerre ». Depuis, d'ailleurs, parce que je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques jours, le chancelier Merz était à Washington, à la Maison-Blanche, et semblait flatter le Trump dans le sens du poil. Alors, il s'est retrouvé une épine dorsale dans les 48 dernières heures, le chancelier, et a rappelé très, très clairement que ce n'était pas leur guerre, qu'il y avait des divergences d'opinion sur la manière de mener les choses. Mais je reviens au point de presse d'hier, parce que Benjamin Netanyahou, qui a d'abord fait la démonstration qu'il n'était pas mort, ça circulait beaucoup sur les réseaux, qui avait été éliminé. Il avait fait cette vidéo, d'ailleurs, dans un café à Tel Aviv, je pense, où il nous montrait ses 5 doigts. Et donc, Benjamin Netanyahou qui dit, de notre point de vue, il y a 2 cases qui ont été cochées. La menace balistique n'existe plus et la menace nucléaire serait elle aussi éliminée. Alors, je ne sais pas comment ils peuvent dire ça avec certitude, mais politiquement, s'il le fait, c'est aussi pour donner un peu d'espace de respiration à son grand frère, Donald Trump. Ça permet de dire, et pour les Américains qui, à ce jour, ne sont pas clairs sur les objectifs finaux. Monsieur Rubio, secrétaire d'État, qui rappelait, nous, c'est les enjeux balistiques et nucléaires qui nous importent d'abord et avant tout. Peter Hegseth, secrétaire de la guerre, qui a répété, on ne veut pas imposer la démocratie aux Iraniens. Donc, qu'est-ce qui semble se dégager? Un espace où on peut dire, les objectifs, au moins 2 des 3, ont été à peu près atteints. Donald Trump également cette nuit. Le président américain promet de détruire la réserve iranienne de gaz de South Pars si Téhéran attaque à nouveau un site de production de gaz naturel du Qatar. Et François Clémenceau, Donald Trump est en colère, notamment contre Israël. Et vous savez que c'est pas la première fois. Ah vous bon? vous souvenez de ce premier bombardement par Israël de l'une des principales raffineries de pétrole en Iran? Et Trump avait dit, plus jamais on ne s'en prendra à ce qui fait la richesse de l'Iran, parce que précisément, on a envie que ce peuple-là puisse bénéficier de sa propre économie prospère une fois que cette guerre sera terminée. Et ça, les Israéliens disent hier qu'ils ont attaqué South Pars et que les Américains étaient au courant. Sous-entendu, on avait le feu vert. Donald Trump dit exactement le contraire. Personne ne sait qui dit vrai, qui dit faux. Mais en tout état de cause, s'attaquer au plus grand champ de gaz au monde qui appartient à la fois au Qatar et à l'Iran, c'est mettre vraiment une allumette dans un champ d'explosifs, parce que là, ça n'est plus seulement une cible qui est visée en Iran de la part d'Israël, c'est la totalité du système économique du Golfe qui vient de prendre feu. Alors, fort heureusement, si Donald Trump dit plus jamais, peut-être que ce sera plus jamais, mais il n'empêche que on voit bien les intérêts de Donald Trump. Surtout ne rien faire qui puisse aggraver la crise énergétique mondiale, y compris aux États-Unis, où les prix de l'essence continuent d'augmenter très fortement. Cette crise, François, elle s'aggrave ce matin parce que le prix du baril de Brent a rebondi à nouveau. Il dépasse, vous voyez, les $112, plus 5% ces dernières heures. En fait, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir évidemment une radicalisation
de la réponse iranienne. Ce n'est pas du tout une bonne affaire pour Trump. Peut-être une bonne affaire pour Benjamin Netanyahou, mais pas pour Trump. Parce qu'Israël élimine finalement toutes les figures modérées, pragmatiques, et il obtient le pire, quoi. Il obtient la dégradation, la poursuite de la guerre, parce que la nouvelle génération des chefs iraniens, elle sera plus radicale, elle n'a pas les mêmes... voilà, l'idée de patience stratégique, si vous voulez, après ce qu'ils subissent, je pense que ce n'est pas trop leur sujet. Et donc, on voit en fait s'éloigner le cessez-le-feu possible à court terme. Donc, pour Trump, c'est un coup dur, pas d'interlocuteur valable pour vendre un accord de paix à l'intérieur, aux Iraniens, à l'élite cléricale, aux gardiens, etc. Tout ça est un peu en panne. Donc, il va avoir du mal à se sortir du guêpier de cette façon-là. Si le commandant des Bassidjis, qui s'appelait Gholam Reza Soleimani, est mort lui aussi, là, il y aura peut-être un problème de coordination dans cet appareil sécuritaire iranien. À voir. On va peut-être avoir des tactiques, si vous voulez, de leur part, qui seront peut-être un peu plus erratiques, donc peut-être un peu plus dangereuses. C'est encore difficile de savoir ce qui va se passer concrètement après ces 2 assassinats. Pendant ce temps, dans l'appareil de renseignement américain, il y a quand même, ça tangue un peu. Il y a notamment le chef du centre de contre-terrorisme américain qui a démissionné en disant que l'Iran n'était pas du tout une menace pour les États-Unis, qu'en fait les États-Unis s'étaient engagés dans cette opération malencontreuse et dangereuse sur pression d'Israël, et que voilà, les dégâts qui s'accumulent quand même, les dégâts matériels, les dégâts politiques, les dégâts militaires, les dégâts en soft et en hard power, si vous voulez, et je ne parle même pas de tous les alliés régionaux au moins, eh bien tout ça commence à faire que, voilà, si on se souvient aussi que le général Kane, le chef d'état-major des armées américaines, avait prévenu Donald Trump des dangers associés à des frappes, eh bien, on se dit que, voilà, à l'intérieur, ça se passe pas très bien. David? And there was one development yesterday, it builds on reporting MS Now had earlier. Iran offered to give away all of its enriched uranium during the peace talks. And hours later, the U.S. started dropping bombs. And The Guardian broke yesterday that there were British officials, the British National Security Advisor was present in Geneva during that last round of talks. The British were surprised by the Iranian offer. They thought it was credible. They thought the talks should continue. And the British were shocked when the Trump administration started bombing Iran hours later. M. Netanyahou probablement essaie de se réhabiliter dans la Trumposphère. Il a été sérieusement sermonné par le président. Alors, il y a probablement un jeu de posture public. Les États-Unis qui doivent rappeler à l'ordre leurs partenaires. La question qu'on se pose depuis 10 jours, c'est qui donne les ordres? Est-ce que ce sont les Américains ou les Israéliens? Du point de vue des Israéliens, il est impossible d'aucune manière de concéder que c'est eux qui donnent le là. Hier, Netanyahou qui disait « Pensez-vous seulement qu'on peut dire à Donald Trump quoi faire? » C'est une question ouverte, mais il y a eu un moment où on a compris que sur les installations énergétiques, sur certains des objectifs militaires, on avait atteint les cibles et sur l'énergie, c'est pas touche. Ouais. Alors, cette nuit, les Iraniens ont frappé. Quand je dis cette nuit, c'est tôt le matin au Koweït et ailleurs. Il y a des raffineries qui flambent en ce moment, Est-ce que c'est parce que le régime est morcelé et qu'il y a des missiles qui partent sans qu'on se soit consulté? Mon hypothèse, c'est que pour les Iraniens, il y a une occasion, en tout cas, à saisir. Ils ont répondu. Quand leurs installations ont été attaquées, ils se sont attaqués aux installations fragiles et vulnérables des pays du Golfe, y compris de l'Arabie saoudite. Est-ce qu'on pourrait, là, s'entendre tous, parce que c'est un scénario suicide, ce l'est pour les Iraniens, ce l'est pour nos économies, est-ce qu'on serait arrivé à une espèce d'espace où on dit, OK, pas touche, et la suite, de quoi sera-t-elle faite? Mais il y a clairement une zone où on se permet de commencer à dire changement de régime, pas à Téhéran, dans les opérations militaires que mènent les Américains. Okay. Si vous voulez, voilà, on est dans un ensemble, en fait, qui est un ensemble d'escalade, très net. Voilà, on est en train de monter
les barreaux de l'échelle, si vous voulez, les échelons. Pour l'instant, pas de manière encore trop sérieuse, mais le problème, c'est que si on ne passe pas, si on ne trouve pas le moyen de passer à une forme de reprise de dialogue, même indirect, même on risque d'être entraîné quand même très loin. Alors, les conditions du dialogue, là aussi, il y a le même problème qu'en Ukraine, c'est-à-dire le problème de la confiance qui est ruinée. Je pense que les Kouchner et les Kellogg et les Witkoff ont démontré une telle duplicité, si vous voulez, que c'est quand même difficile aussi pour les Iraniens de croire à quoi que ce soit désormais. Et bien sûr, ils ont des exigences maximales, j'allais dire comme les Russes. C'est-à-dire, plus d'agression. Ils ont des exigences qui sont en fait très difficiles, non seulement à accepter pour les Américains, mais même à mettre en œuvre, parce qu'il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Donc là, on est vraiment dans une rupture qui est très délicate, je pense, pour toutes les parties, mais surtout pour la partie américaine, bien sûr. Alors, Trump, bien sûr, dit qu'il a envoyé, ils vont arriver, une force expéditionnaire, avec des Marines, quelques milliers, mais qui vient d'Asie de l'Est. Donc, en fait, il se déshabille, si vous voulez, pour aller jusque-là. On affaiblit, en fait, les Américains affaiblissent leur propre politique de confinement en Asie de l'Est, si vous voulez, en redéployant ses troupes. Alors il y a un navire d'assaut amphibie. Comment est-ce qu'on va faire passer le navire d'assaut amphibie par le détroit d'Ormuz? C'est une contradiction dans les termes. Alors, ce qu'ils peuvent faire, c'est transporter par avion les Marines vers la rive saoudienne du Golfe Persique. Je ne sais pas si on aura le temps de vous mettre une carte, mais je vais le demander. Pour attaquer vraiment l'île de Karj en tant que telle. Donc, il faut partir d'Arabie Saoudite et traverser le Golfe Persique. Je rappelle que les Iraniens ont prévenu les Saoudiens que s'ils autorisaient les Américains à se servir de leur territoire pour des attaques contre eux, les Iraniens, ça se passerait mal pour les Saoudiens. Voilà. Au départ, il y en a eu une cinquantaine et maintenant on est réduit les effectifs jusqu'à une cinquantaine de marins français qui demeurent dans la zone. Et alors ils sont où? Ils sont au large, ils sont au mouillage? On a l'impression qu'ils se sont quand même globalement rapprochés de la côte sur les images qu'on a. Alors immédiatement, donc, ils se sont rapprochés des eaux intérieures des pays du port, des États du port, soit au mouillage, soit à quai, pour être en sécurité sous le contrôle de l'État du port, encore une fois. J'imagine que vous leur avez parlé à certains d'entre eux. Comment vivent-ils cette situation de guerre qui entre demain dans sa 4e semaine? Ils sont toujours sur les bateaux bloqués? Alors en fait, les navires, c'est la réglementation internationale, ont un effectif minimum, quand bien même il n'y a pas d'opération commerciale, donc les navires sont au stand-by, même à quai. Il faut pouvoir manœuvrer d'urgence et il faut pouvoir faire la maintenance normale du navire. Donc il y a un effectif minimum. Les armateurs ont immédiatement pris la décision de réduire ces effectifs au minimum, en collaboration avec les autorités maritimes qui ont permis de réduire ces effectifs, compte tenu qu'il n'y avait pas d'opération commerciale. Certains étaient présents dès le début du conflit. Une bonne moitié ont pu débarquer et rejoindre leur domicile et être relevés. Les autres sont des volontaires et encore une fois dans le cadre d'un effectif minimum à bord de ces navires. Vous leur parlez, est-ce qu'ils se sentent menacés? Parce que j'imagine qu'ils ont dû voir passer, pour certains, des missiles, des drones quasiment au-dessus d'eux. Alors ce qui a été difficile, c'est surtout pour les activités de service, de support aux plateformes pétrolières. C'est pas pour rien que 20% des hydrocarbures proviennent de cette région. C'est qu'il y a des plateformes en mer et ça nécessite d'avoir des navires de soutien à ces activités offshore. Et ceux-là ont continué l'activité, y compris au-delà du conflit, et ont été particulièrement exposés et ont été, comme vous l'avez dit, près des ports pétroliers, donc près de raffineries, près d'installations pétrolières portuaires ou en mer.
pétrolière qui étaient particulièrement visés. Et pour eux, ça a été extrêmement difficile. Pour ceux qui étaient à quai ou au mouillage, pour l'instant, on n'a pas eu d'écho d'événements plus particuliers, mais ceux qui avaient une activité plus proche des activités pétrolières, eux ont été particulièrement exposés et ont subi quelques nuits très difficiles. Mais Emmanuel, à quoi ressemble leur vie quotidienne? Parce que depuis 3 semaines, ils doivent commencer à trouver le temps long. Alors, le métier de marin, on trouve toujours le temps long, hein, qu'on soit en transit ou à quai. Donc, non, ce qui change, c'est l'environnement particulièrement anxiogène. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte de diminuer au maximum ces équipages civils qui n'ont pas la formation ni psychologique ni militaire pour être sur ce genre de théâtre d'opération et faire en sorte que, par exemple, des marins réservistes, des marins civils, mais qui ont fait une préparation militaire, qui sont formés pour ça, viennent remplacer ces effectifs essentiels à l'activité du navire, et qu'en plus, il y ait éventuellement des militaires qui viennent renforcer ces équipes et qui viennent à bord pour assurer les équipages et assurer la sécurité de ces navires qui sont essentiels pour nous, parce qu'ils représentent 200 emplois. Que le danger de cette coalition navale internationale voulue par Trump, à supposer que les puissances de l'OTAN s'y soumettent, ou même que les Français et les Britanniques, tout simplement eux, entrent en jeu, ce qu'ils semblent vouloir faire, même s'il y a des déclarations temporisatrices aussi du côté français en tout cas, eh bien, ça va juste mettre un nombre de cibles non américaines importantes dans le détroit d'Ormuz. Voilà. Donc, les Américains, d'ailleurs, n'ont pas mis leur marine près du détroit d'Ormuz. Ils craignent que les Iraniens lancent des missiles de croisière, n'envoient des navires de guerre américains par le fond. Enfin, vous imaginez l'effet politique que ça pourrait avoir. Donc là, ils poussent les autres à aller en première ligne, mais c'est simplement, ça va faire grossir la cible. Et les Iraniens n'auront que l'embarras du choix pour tirer. Dès que l'on parle de planification stratégique, en fait, le point de départ de toute planification stratégique, c'est l'identification des centres de gravité adverses ou alors des centres de gravité qui peuvent être partagés. Alors, un centre de gravité, c'est un centre de puissance ou de pouvoir d'où l'adversaire va tirer sa puissance. Il est évident que les militaires américains avaient bien sûr identifié ce centre de gravité d'intérêt mondial qu'est le détroit d'Ormuz depuis le début et depuis, on va dire, le début des opérations de planification qu'ils ont menées dans cette zone. Alors, ce centre de gravité d'intérêt mondial, actuellement, quand je dis d'intérêt mondial, c'est au plan économique et surtout énergétique, on peut le constater depuis ces dernières semaines. Actuellement, ce sont les Iraniens qui le maîtrisent et qui le contrôlent, puisqu'ils ont la capacité à laisser passer les navires qu'ils ont décidé de laisser passer. Et tant que les Iraniens auront la maîtrise de ce détroit, on peut considérer qu'ils ont l'avantage. D'ailleurs, on peut considérer ils ont l'avantage stratégique tant qu'ils maîtrisent ce détroit. C'est pour cela que, en fait, d'une manière un petit peu hystérique, ces derniers jours, on voit le président Trump qui se focalise sur la maîtrise et la conquête de ce point névralgique dans ce conflit. Ensuite, deuxième élément, quand on parle de centre de gravité, il y a un centre de gravité que l'on peut considérer comme étant le maillon faible de la coalition. Alors ce n'est pas un maillon qui est impliqué dans la coalition, mais qui est d'une certaine manière l'otage de cette coalition. Ce sont les pays du Golfe, les pays arabes du Golfe. Et on voit très clairement que ce centre de gravité avait été très très bien identifié par les Iraniens, puisque c'est une des focales des opérations de frappe qu'ils conduisent depuis les dernières semaines. La base américaine Victory continue à être également bombardée. Donc cette base se situe à l'ouest de la capitale et juste à proximité de l'aéroport international de Bagdad. Donc roquettes et drones ont été utilisés pour bombarder cette base, continuent à être frappés par les brigades PMF, ce sont des milices chiites. Dans l'ouest de l'Irak, un KC-135 américain, donc c'est un avion ravitailleur, a été perdu.
Donc pour votre information, donc c'est un quadrimoteur qui est entré en service en 1957 et à l'époque c'était le premier ravitailleur à réaction utilisé par l'US Air Force. Et c'est donc le 4e appareil américain perdu depuis le début de cette guerre. Les Iraniens ont revendiqué l'avoir abattu, mais il pourrait s'agir d'un accident, le KC-135 ayant percuté un autre appareil du même type qui lui a réussi à atterrir en urgence à l'aéroport Ben Gourion. L'incident a eu lieu dans l'ouest de l'Irak et l'aéroport de Ben Gourion se situe au sud-est de Tel Aviv. Et dans ce crash qui a eu lieu dans l'ouest irakien, les 6 membres d'équipage ont été tués. Et avant de nous porter dans le nord de l'Irak, les Américains utilisent un drone kamikaze dans leur frappe qui ressemble au Shahed iranien, mais qu'ils ont baptisé Lucas. Et dans cette vidéo, on peut voir une position donc, de la milice chiite PMF être touchée par l'un de ces drones. Donc en gros, le dilemme pour les pays de l'OTAN est le suivant. Soit ils aident Trump, ils prennent le risque de représailles iraniennes dans le détroit d'Ormuz, de voir leur navire devenir la cible des missiles iraniens, soit ils disent non à Donald Trump et ils prennent le risque de voir toute leur stratégie d'usure, de harcèlement, de recherche de la défaite stratégique de la Russie, etc., en Ukraine, tomber à l'eau par manque d'armes. Et comme pour l'instant, ils n'en produisent pas eux-mêmes véritablement, en tout cas pas dans les proportions nécessaires, n'est-ce pas, pour maintenir la malheureuse Ukraine et les forces ukrainiennes, ce qu'il en reste, hors de l'eau, voilà, ça risque de très mal se terminer pour eux. Donc, d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, c'est de Caribe dans Scylla, quoi. C'est des risques de tous côtés. C'est des risques de tous côtés, c'est ce que je veux vous montrer. Donc, soit, voilà, ils ne pourront plus perpétuer le conflit ukrainien. Bon, s'ils refusent d'aller dans le détroit d'Ormuz, et s'ils vont à Ormuz, ils prennent quand même des risques très très importants en termes ne serait-ce que de crédibilité politique interne pour ceux qui prendraient la décision d'aller aider désormais l'armada américaine à poursuivre une guerre d'agression pure, délibérée et pour le coup non provoquée contre l'Iran. Le porte-avions Ford, donc, qui se situe actuellement en mer Rouge, a connu un incendie à bord, incendie qui a eu lieu dans la blanchisserie du navire. Les premières informations ont fait état d'un feu rapidement maîtrisé, qui n'a fait que 2 blessés légers, mais apparemment le feu a été plus important, même s'il a fini par être maîtrisé. Et d'ailleurs, ce porte-avions devrait retourner à la base navale de Souda en Crète très prochainement, donc j'ai lu d'ici une semaine, suite à cet incident qui, selon certaines sources, n'a pas été sans conséquences. Plus de 600 membres d'équipage se sont retrouvés sans lit approprié. Et en Crète, en plus d'être ravitaillés, une enquête sera ouverte concernant cet incendie qui pourrait être d'origine volontaire et donc criminelle, afin d'écourter la mission du navire au Proche-Orient. Mais affaire à suivre, et l'enquête permettra d'éclairer ces informations. Mais toujours concernant ce porte-avions, le 12 mars, il a été localisé en mer Rouge, dans la partie nord, où il semble avoir fait plusieurs ronds dans l'eau, mais ne pas continuer vers le sud. Il est d'ailleurs suivi de très près par les Chinois de Mizar Visor, qui publient régulièrement des images satellites du navire. Et d'ailleurs, le porte-hélicoptère français Mistral de la Marine nationale donc, opère également dans ce secteur de la mer Rouge. Mais pour revenir à ce porte-avions Ford, donc porte-avions américain, il est déployé en mer depuis juin 2025. Et s'il reste en mer jusqu'à la mi-avril, il va battre le record de l'après-guerre du Vietnam pour un porte-avions. Donc c'est quand même très compliqué, c'est un vrai dilemme, Et s'ils n'aident pas les Américains à réouvrir le détroit d'Ormuz, eh bien les prix du pétrole vont continuer à grimper. Donc pour les populations, pour leur population, pour nos populations européennes et pour celles des pays de l'OTAN, des autres pays de l'OTAN, ça risque de déclencher quand même un mécontentement populaire, très mauvais pour les élections à venir, et surtout, de facto, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que les États-Unis vont prolonger
l'autorisation qu'ils ont donnée à la Russie de pouvoir finalement continuer à exporter son pétrole. Parce qu'en fait, ils ont, par exemple avec l'Inde, les Américains permettent aux Indiens d'acheter du pétrole russe. Voilà. Parce qu'ils sont dans une position, si vous voulez, vous ne pouvez pas faire pression sur tout le monde, obtenir tout ce que vous voulez sans lâcher quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. Quelques précisions. D'abord, les chiffres qui nous sont donnés faisaient l'économie de ce qui a été dépensé dans le backstore, c'est-à-dire c'est les coûts d'opération, mais je pense que les coûts munitions ne sont pas comptés. Et dans le 200 milliards qui est demandé, c'est probablement aussi une perspective sur ce qu'il va falloir très rapidement compenser. Pour regarnir les... oui, c'est ça. Exactement. Refaire l'arrière-boutique, s'assurer qu'il y ait de nouvelles munitions dans les inventaires. Et c'est probablement un critère dans le calcul en ce moment, et pour les Israéliens et pour les Américains. Tu veux peut-être baisser un peu, réduire la voilure, parce que la capacité, compte tenu de ce que les Iraniens tirent toujours, la capacité à se défendre, à ce que les dômes de fer et autres ailleurs puissent protéger les installations militaires, les installations civiles, les populations. Peut-être qu'on commence à arriver peut-être au bout, mais à constater que s'il faut que ça dure longtemps, ça va être difficile. Jamais ça sera publiquement admis. C'est insoutenable, tu ne peux pas dire ça. Mais la réalité, je pense qu'il y a beaucoup moins de munitions dans les armes en ce moment. Et les Israéliens comme les Américains vont vouloir reprendre leur souffle. Alors, les 200 milliards, c'est, oui, pour maintenir les opérations, mais aussi parce que l'armée américaine, en dehors du budget qui a été approuvé, devra nécessairement refaire ses inventaires. Et est-ce que ce sera voté? Parce que ça semble pas évident au Congrès qu'il y a une majorité, même chez les républicains, qui va dire oui à cette demande de Donald Trump, là. Petite majorité républicaine avec quelques joueurs, M. Massey, par exemple, à la Chambre des représentants, qui est comme un ennemi politique, en fait, qui est un ennemi politique, tout républicain qu'il soit, et il y en a quelques-uns. Mike Johnson, qui est le patron à la Chambre, parce que c'est plus difficile là qu'au Sénat, disait hier, on va y arriver, on prend ça en considération, on va livrer pour le président. Je pense que c'est une bataille qui, de fait, va être beaucoup plus compliquée. Et s'ils veulent que ça passe, en général, les enveloppes militaires, j'allais dire à droite et à gauche, chez les démocrates comme chez les républicains, on est plutôt ouvert. Et c'est très rare que les démocrates, même pour une guerre qu'ils n'aiment pas, vont se refuser à donner les moyens aux soldats américains, mais aussi à la machine d'avoir les munitions nécessaires. Mais néanmoins, je pense que c'est une négociation qui s'amorce et où les républicains devront, sur d'autres fronts, lâcher du lest pour avoir l'appui de certains démocrates s'ils en perdent dans leur rang chez les républicains. Une chose est sûre, il ne faut pas trop en dire. Vous savez, quand nous sommes intervenus, nous avons frappé très fort. Et nous n'en avons parlé à personne parce que nous voulions créer la surprise. Qui connaît mieux l'effet de surprise que le Japon? Bon, pourquoi vous ne m'avez pas parlé de Pearl Harbor? Takeshi a été surprise par les propos de Trump, mais est restée silencieuse. Le 7 décembre 1941, le Japon a lancé une attaque surprise contre une base navale américaine à Pearl Harbor, à Hawaï, tuant plus de 2000 Américains. Cette attaque a marqué un tournant décisif de la Seconde Guerre mondiale, poussant les États-Unis à larguer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Alors, il y a deux choses. D'abord, il est aux côtés du Premier ministre japonais, oui. La nouvelle Première ministre japonaise qui s'est exprimée, qui défrise un peu, qui surprend en tout cas par sa fermeté. Et il est dans une position... En fait, il est véritablement dans un piège. Alors, il s'adresse là, pas tellement à l'étranger qu'aux Américains. C'est un discours aussi qui doit être entendu par les oreilles américaines, notamment par son électorat MAGA, qu'il a déjà cocufié 2 fois. Ça, c'est la 3e avec la guerre qui vient, qui s'aggrave. La première fois, c'était avec les promesses sur le dossier Epstein. La deuxième fois, c'était avec l'inflation qui allait être jugulée. Maintenant, c'est avec cette guerre où on ne devait pas aller, où on s'enlise. Et il est trahi en plus par sa propre équipe. Hier, la directrice du renseignement américain a expliqué qu'il y avait... que cette guerre, qui était soi-disant une guerre préventive parce qu'il y avait une menace imminente, il n'y avait pas de menace imminente. Et elle a en plus précisé que les Iraniens n'avaient pas recommencé à enrichir de l'uranium depuis l'été dernier. Donc, pierres, et elle l'a dit hier devant le Sénat, elle l'a dit aujourd'hui devant la Chambre des représentants, c'est 2 grosses pierres dans le jardin de Donald Trump. Donc, il est quand même dans une position un peu embarrassée. Ensuite, il y a le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est vraiment
la quintessence de la guerre asymétrique. C'est un endroit qui va être extrêmement difficile à sécuriser parce que les Iraniens gardent tout un stock de missiles de croisière qui seront parfaits pour effectivement attaquer des bateaux qui se risqueraient dans ce goulet de 30 km. Ils ont des drones navals avec lesquels les Ukrainiens ont littéralement chassé la marine russe de la mer Noire. Vous voyez, c'est très efficace. Ils ont des falaises avec des grottes. C'est où les Américains ont hier commencé à essayer de les neutraliser en balançant des bombes de 2,5 tonnes dessus. Hier, c'est la première fois. Donc, on est devant... Avant d'avoir la bombe atomique, les Iraniens ont le détroit d'Ormuz. C'est véritablement une force de dissuasion. Eh bien, ça n'a pas suffi, mais maintenant, on est dans un moment où, pour les Américains, il faut trouver un deal. Dans ces rues, la foule scande le nom d'Amir Moatassem Odeh. À 28 ans, il est le 6e Palestinien abattu par des colons depuis le début du mois de mars. Une scène qui se répète un peu partout en Cisjordanie, à mesure que les avant-postes se multiplient sur les terres palestiniennes. Chaque jour, chaque minute, il y a une nouvelle attaque. Ils s'en prennent à nos maisons, à nos familles et même à nos oliviers. Un immense voile de douleur nous recouvre. À chaque mort, je ne peux m'empêcher de penser à mon père et à mon frère. Mohammad a perdu son père et son frère dans des violences similaires en 2016. Pour sa mère, ce nouvel enterrement est une épreuve de trop. Elle est restée chez elle, brisée par une décennie de deuil. Cela a rouvert une plaie profonde, une blessure réelle. Depuis la mort de mon mari et de mon fils, je n'arrête pas de pleurer. Quelque chose en moi s'est cassé. La violence explose ces derniers temps. Partout où vous regardez, les colons se déchaînent. Mohammad a filmé des images qui, selon lui, prouvent que les colons agissent en coordination directe avec l'armée et la police israélienne. Regardez-les, les colons et la police sont ensemble au carrefour. Les policiers sont là, dans leur voiture. Et regarde les colons vers le feu sur les gens. Face à l'impunité, les familles ne croient plus en la justice. Au final, chaque dossier est classé sans suite. C'est pour ça que les gens abandonnent. Pour le jeune homme tué aujourd'hui, sa famille a refusé l'autopsie. À quoi bon? On sait qu'aucun colon ne sera emprisonné. Ils ont dit « laissez le martyr être enterré avec sa dignité ». Les ONG préviennent que cette violence atteint un point de rupture. Elle ne se limite plus aux zones rurales, mais touche désormais les grandes villes de Cisjordanie. Toutes les zones résidentielles de Cisjordanie subissent désormais des raids constants de l'armée et des colons. C'est un phénomène nouveau dans ces villes. Tout le monde se focalise sur la guerre entre l'Iran, Israël et l'Amérique. Personne ne se soucie vraiment de ce qui se passe en Cisjordanie ou à Gaza. Selon l'ONU, ces violences ont entraîné le déplacement forcé de plus de 36 000 Palestiniens en Cisjordanie au cours de l'année écoulée. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que quand un conflit se déroule en Iran, que 25% du pétrole passe par le détroit d'Ormuz, ça n'aura pas, Madame la porte-parole du gouvernement, ministre de la Transition, je crois, un impact sur le prix à la pompe. Mais qui peut imaginer ça? Moi, on pourrait presque rire, si vous voulez, mais le manque d'anticipation de ce gouvernement devient une marque de fabrique. Alors là où elle a raison, c'est que, comme l'a dit le gouverneur de la Banque de France, on n'a plus d'argent. Donc, le quoi qu'il en coûte, on n'a plus d'argent parce qu'on n'arrête pas de dépenser. Mais évidemment. Arrêtons la dépense publique. Voilà. On n'a pas réformé, comme vous l'avez dit, très justement. Et comme l'État se gave à hauteur de 60% sur la TVA sur un prix d'huile d'essence, en réalité, si vous voulez, comme on n'a pas fait d'économie et que nos finances publiques sont exsangues, on est dans une impasse totale.